Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal ces temps. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent. Bonjour à tous, elle court vite, très vite, même trop vite pour nous, mais elle a tout de même décidé de ralentir pour qu'on puisse la suivre. J'ai le plaisir d'accueillir Véronica Vancardo au micro de Cirer le banc pour ce 8e épisode du podcast. Salut Véronica. Salut, Comment ça va? ça va plutôt bien. Et je suis toujours avec mon cher collègue, le plus beau gosse, le plus beau scieur de banc de la région, Romain Ediger. Comment ça va? Ah, tu parles de moi là? Bien sûr. Ok, salut Marius, ça va? Content de se retrouver enfin au micro après une Mais longue oui. pause. Félicitations pour ton bac, Merci, Paraît félicitations qu'il est pour en poche. le bac en poche, félicitations pour ton année validée à l'université. Ah, merci, ça fait plaisir. Et puis apparemment autour de cette table, il n'y a que des gens qui ont eu le bac. Enfin presque. Presque. La photographe stagiaire est en cours d'examen? Non, Le processus. Formation. cours de processus, cours de formation. Qui n'est d'autre que sa sœur aujourd'hui, Voilà, la sœur de exactement. Véronica. Vanessa, pour préciser. Comme d'habitude, on a toujours cette petite question, Véronica. On demande ce que signifie un peu le nom de podcast par rapport à ton sport, à ta carrière. Et justement, qu'est-ce que ce nom Cirer le banc t'évoque? Je me suis un peu préparée à la question parce que dans les anciens podcasts, vous posiez tout le temps la question. Et c'est vrai que cirer le banc en athlétisme, je ne sais pas si on peut vraiment l'évoquer ou pas. Mis à part peut-être, j'ai un peu réfléchi et je me dis au relais du 4x4, quand on est sélectionné, on est tout le temps 6 sélectionnés pour au final avoir que 4 filles qui courent et 2 qui sont un peu sur le banc de touche. Du coup, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut parler de cirer le banc. Après, moi, cirer le banc, ça m'évoque plutôt quelque chose de... T'es avec les copains qui jouent pas et puis tu parles et t'essaies de faire passer le temps en rigolant. Alors que là, au relais, t'es un peu saoulé de ne pas pouvoir courir et frustré. Donc, je sais pas si c'est vraiment ça, cirer le banc, mais en athlétisme, c'est surtout ça qui m'a fait penser à votre nom de podcast. T'as méga bien fait tes devoirs. T'as vu ça? finalement. Je suis fière de moi. C'est bien préparé. Je crois que c'est une des meilleures réponses qu'on a eues pour le moment. J'ai Ouais. essayé de chercher loin. On va commencer avec la première thématique, tes débuts et tes succès de ta jeune carrière. Ensuite, on va parler un peu de tes moments compliqués pour finir avec la troisième thématique, ton départ à Lyon et la suite de ta carrière et de ton projet professionnel. Avant de finir, Romain, comme d'habitude, avec la banquette, le passage obligé sur la banquette. On peut commencer tout de suite, je pense, avec dans un de tes tout premiers articles écrits par Pierre Chouvet pour La Liberté, tu disais que tu avais appris à courir avant d'apprendre à marcher. Donc la course, ça a toujours fait partie de ta vie? Ouais, c'est assez marrant. C'est une petite histoire que je raconte souvent parce que c'est comme ça que mes parents me l'ont toujours raconté. C'est que quand on a déménagé à la maison, j'avais peut-être à peine 1 an et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas. Et une fois que j'étais vraiment à l'aise, ils m'ont tout de suite dit que je commençais à courir partout dans la maison, à faire des tours entre le salon, la salle à manger et le hall d'entrée. Et je m'amusais à courir en rond comme ça. Et à cet âge-là, j'avais pas encore conscience de qu'est-ce que c'était l'athlétisme ou qu'est-ce que c'était de courir en rond. Et je demandais à mes parents de me faire des départs, des trucs comme ça. Donc sans vraiment savoir ce que c'était l'athlétisme. Donc c'est vrai que j'ai assez vite couru un peu partout dans la maison d'abord. Et t'as toujours baigné dans ce monde de la course, de l'athlétisme, parce que le papa était aussi à l'époque un très bon athlète. Oui, c'est ça. Mon papa, il faisait du 100 mètres, du 200 jusqu'au 400. Il m'a toujours dit qu'il n'a jamais réussi à finir un 800. Donc c'est assez marrant. Mais oui, il faisait de l'athlétisme quand il était en Italie et il était plutôt bon. Et puis ma maman, de son côté, à l'école aussi, elle avait touché un peu au sport qui était de l'athlétisme. Plutôt dans le saut en hauteur et un peu la course, ce que tu fais à l'école. Mais c'est vrai que les deux ont eu affaire à ce sport. Et la sœur aussi. Et la sœur aussi, après. C'est à partir de quel moment que tu t'es vraiment lancé dans l'athlétisme et que tu t'es inscrit finalement dans un club? Je me suis inscrite au club de Fribourg très très jeune parce que mes parents voyaient que j'avais énormément d'énergie et qu'il fallait un peu canaliser ça. Du coup, j'ai toujours fait beaucoup de sport, pas que l'athlétisme. J'ai commencé, dans un club, au club de Fribourg, je pense que j'avais 5 ans ou 4 ans. Ma première licence, elle doit être
autour de cet âge-là. Mais au début, c'était juste pour jouer, apprendre à tirer la balle, sauter dans le sable. C'était pas vraiment à haut niveau et sans aucune prétention. Après, moi, j'aimais beaucoup aussi les courses sur route à côté. Du coup, je faisais tout le temps ce qui était Mora-Fribourg et toutes les courses sur route un petit peu connues. Et c'est, je dirais, après ma première finale suisse sur 1000 mètres, sur le 1000 Gruyère, où là, je me suis dit, ah ouais, j'avais fait 3e, j'étais trop contente. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire et tout. Et c'est à partir de là où on s'est dit, ok, on va s'entraîner, mais j'avais encore 10 ans, donc je touchais à tout. Et c'est à partir de 15 ans, quand je pouvais faire mes premiers championnats internationaux, que là, on s'est vraiment focus à fond sur une discipline et qu'on envisageait le haut niveau. C'est à quel âge que tu as passé de Fribourg à Gand? C'est, il me semble, quand j'avais 15 ans, ça devait être 2015, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça doit être assez après, quoi. Et pourquoi ce changement de club? Bah, j'avais changé de coach et puis dans l'environnement où j'étais, il n'y avait plus trop une bonne ambiance à l'époque et j'avais besoin d'un changement total et du coup, je me suis dit que c'était plus simple que où y est ma coach, je sois dans le club aussi de ma coach. Et au final, c'était un club suisse-allemand et pour moi, c'était pas plus mal parce que comme ça, j'apprenais à parler allemand avec les autres et tout. Et ça changeait juste, je me suis dit que c'était la suite logique des choses à ce moment-là. Est-ce que c'est à ce moment-là que la collaboration avec Sylvia Ebi commence? Oui, c'est ça, ouais. Donc à peu près à 15 ans. À peu près à 15 ans, je dirais, oui, c'est ça, en 2015-2016, par là autour. Et puis tu peux préciser à nos auditeurs sur quelle discipline tu t'es vraiment axé? Bah, quand je suis arrivée à Gand, du coup, j'étais encore sur 800 mètres. J'avais fait toute ma jeunesse de mes 10 ans jusqu'à mes 15 ans avec le 1000 Gruyère sur 1000 mètres. Et après, c'était le passage justement sur le 800 qu'il fallait que je fasse à Gand. Et cette année-là, je m'étais un peu blessée et je suis tombée un peu par hasard sur le 400. Et après, j'ai continué sur le 400 du coup. Après, tu as participé très tôt au championnat suisse U16, donc c'était au 600 mètres ou même au 1000 mètres. Il y a eu la première vraie compétition, c'est le championnat d'Europe U18 en Géorgie. Tu décroches une 7e place en finale de 400 mètres, 56,09. Ça, c'est le 17 juillet 2016. C'est un méga bon souvenir pour toi. Oui, c'est un super souvenir parce que je venais de finir le CO. Et je savais que j'allais partir du coup pour mon premier été dans un grand championnat avec l'équipe suisse, donc c'était dingue. Et j'étais pas sur ma discipline de prédilection parce qu'à ce moment-là, j'avais eu les minima en gros sur le 200, le 400 et le 800. Et moi, je voulais à la base partir pour le 800 et on avait vu que mes chances sur 400 étaient plus élevées de faire quelque chose de bien. Et c'était pas tant un mauvais choix parce qu'au final, je me suis retrouvée en finale. Et c'était une super expérience. On a eu toutes les expériences possibles parce que je faisais partie d'un relais. C'était une Suédoise où c'est 100, 200, 300, 400. Ça finit par un 400 et moi j'étais sur le 300. Et malheureusement, les filles du 100, 200 ont fait tomber le témoin. Et du coup, c'était un peu la désillusion en fin de championnat parce qu'on aurait pu prétendre à une médaille. Mais c'était la première expérience était riche en tout et ça, c'était super. À ce moment-là, comment ça se passe avec tes études, avec tes potes, sachant que voilà, tu participes déjà à des compétitions internationales, mais à côté, tu as quand même le CO et puis d'autres choses à gérer? Bah, du coup, là, c'était la fin du CO, donc j'avais plein d'amis, notamment Romain, que je connais depuis le CO, et plein d'autres amis qui me soutenaient aussi, donc ça, c'est génial parce qu'ils ont tout le temps été hyper compréhensifs dans mon sport et ils m'ont toujours soutenue. Donc, je me sentais prête à partir en championnat avec les encouragements des copains. Et aussi, après, dans les études, c'était pas toujours facile de combiner les deux. Après, moi, j'étais en sport-études au CO. Et du coup, ça a quand même un peu aidé. Et finalement, cette 7e place, tu la vois comme, avec du recul maintenant, c'est plutôt quoi, une déception? Tu te dis que tu aurais pu faire mieux ou au contraire, c'est vraiment une belle victoire? Je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux, sûrement parce qu'un mois après, je fais mon PB toute seule dans une course au championnat suisse U18 et le chrono que je fais en finale, il m'aurait permis d'avoir la 3e place, je crois, j'avais regardé.
Mais on peut pas comparer. Et en championnat, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Tu es dans un pays que tu connais pas. La nourriture, c'est pas forcément ce que tu as l'habitude de manger. Surtout là-bas, c'était une catastrophe. On avait dû prendre à manger avec et tout. Donc moi, j'avais perdu, je crois, 2 ou 3 kilos en championnat là-bas parce que c'était super dur de se nourrir bien. Donc sur le moment, j'étais super déçue de cette 7e place. Et surtout le chrono, maintenant je m'en souviens quand tu l'as dit tout à l'heure, j'étais hyper déçue de mon chrono parce que je voulais faire mieux. Et au final, là, avec le recul, maintenant je me dis avec la première expérience et tout, on peut toujours faire mieux. Mais avec ce qu'on avait sur le moment, j'ai essayé de faire au mieux. Donc maintenant, je me dis que c'est pas si mal et pas bien non plus, quoi. Comment ça se passait un petit peu mentalement justement pour cette première expérience? Tu parles de nourriture qui est pas du tout la même chose, tu es un peu sorti de ta zone de confort, tu as perdu quelques kilos, tu viens de le dire. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Je pense que tu es un petit peu stressé, quand même un peu déboussolé. Oui, bon après on avait pu un peu se préparer parce que l'année d'avant il y avait eu les A-Off, donc on avait une partie de l'équipe suisse qui était déjà partie là-bas et qui nous avait prévenu que c'était vraiment pas bon la nourriture et tout. Donc moi j'avais pu me faire par exemple de la viande séchée sous vide ou j'avais pris à manger par exemple la fédé italienne. Ils avaient pris une cuisinière avec des pâtes et ils se cuisaient des pâtes. Donc peut-être les Suisses on aurait dû faire ça. Et, Pour de la fondue donc. Ou de la fondue, ouais. Bah, alors, avant les compétitions, je sais pas, peut-être j'aurais pris quelques kilos à ce moment-là. Mais après, sur le moment, je me rendais pas compte que je perdais des kilos ou quoi. J'essayais de me nourrir au mieux et d'avoir le plus d'énergie possible pour mes compétitions. Alors oui, c'est sûr, c'est un stress, mais tout ce qui est autour est aussi un facteur stress. Du coup, quand tu es dedans, tu es dans une bulle, tu essayes de faire au mieux et de gérer au mieux. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Surtout pour un premier championnat, on s'attendait pas forcément à ce que ce soit autant dur. Tu parlais de meilleur temps de championnat d'Europe. Tu vas à Grosseto au championnat d'Europe U20, et puis là tu basses ton temps 55-18, une 6e place. Ça, c'est quand même une évolution, non? À Grosseto, j'avais fait 6e? Ouais. Non? J'étais pas allée en finale à Grosseto. C'est ce que le site internet m'a dit. Non. Alors pour recontextualiser, en gros, Grosseto, c'était assez spécial parce que moi, cette année-là, j'étais encore U18 et c'était les championnats d'Europe U20. Ok. Et les U18 avaient normalement les championnats du monde au Kenya. Et la Suisse avait décidé de ne pas nous envoyer au Kenya parce que le Kenya, c'était en altitude. Niveau politique, c'était pas hyper sécurisé et tout. Et du coup, il y avait beaucoup de fédérations qui avaient décidé de ne pas envoyer, ou beaucoup de pays qui avaient décidé de ne pas participer. Et du coup, il y a beaucoup de U18 qui se sont retrouvés au championnat d'Europe, mais U20. Donc, on s'est retrouvés à être moi, personnellement, j'étais 3 ans plus jeune que mes concurrentes. Pour certaines qui étaient 98, mais début d'année. Et moi, je suis 2000, fin d'année. Du coup, tu vois tout de suite la différence avec tes concurrentes à ce moment-là. Et je m'étais fait sortir en série directement. J'avais pas hyper bien couru, mais j'étais hyper stressée. Et quand j'ai vu mes concurrentes dans la call room, au final, quand tu prends du recul, on voit que j'étais avec la fille qui a fait championne d'Europe cette année-là, la fille qui a fait 3e. Et toutes les filles étaient allées en semi-finale et 5 étaient en finale. Donc j'étais dans une sacrée série. Et après, je me suis consolée un petit peu avec le 4x100 à ce moment-là. Mais on n'était que des U18 contre des U20. Et à cet âge-là, tu vois direct la différence. Mais c'était une super expérience, celle-ci. Mais vu que tu n'étais pas avec les filles de ta catégorie, c'était un peu frustrant parce qu'elles étaient quand même au-dessus, quoi. Bon, Romain, c'est pas grave, t'as fait une petite erreur. C'est peut-être 6e des séries, du coup. Ah bah sûrement, ouais. 6e des séries, mais pas 6e de la finale. Tu peux te rattraper sur la prochaine question, je pense. On t'en veut pas. Mais du coup, il y a quand même aussi des bonnes performances, mais avec le 4x400. Oui. Notamment les mondiaux à Doha, c'est juste? Les mondiaux à Doha, mais c'est pas mon meilleur souvenir. Je dirais que c'est... Tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas ton meilleur souvenir? C'était ma première sélection... Non, c'était pas ma première sélection chez les adultes, mais au monde, oui. Donc, c'était quand même dingue. Et en fait, malheureusement, je faisais pas partie des 4 filles qui couraient. Donc, c'est là où j'ai dû cirer le banc avec une autre fille. Et du coup, c'était un peu frustrant parce que moi, je me sentais en forme à ce moment-là. Et ouais, j'avais pas le niveau, je pense, par rapport aux autres filles, selon
coach national et c'est lui qui a fait son choix et je lui en veux pas du tout. Et du coup, c'était une belle expérience parce que c'était les mondes, mais d'un autre côté, j'ai pas couru, donc ça c'est assez frustrant. Tu peux nous rappeler un meilleur souvenir en 4x400 ? Du coup, la même année, c'était les championnats du monde de relais à Yokohama au Japon. Et là, en gros, on avait pour objectif d'essayer de qualifier le relais pour les Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu l'année d'après. Et du coup, ça c'était je pense que de toutes mes expériences internationales, c'est de loin la meilleure et celle où j'ai emmagasiné le plus de souvenirs et d'expériences. Et c'était génial. Là, j'ai couru du coup et on a réussi à qualifier le relais pour les Jeux de l'année d'après qui ont après été encore repoussés à cause du Covid. Mais c'était super et puis il fallait rentrer en finale, on a réussi à rentrer en finale et c'était le premier objectif, quoi. De manière générale, quand on parle de 4x400, c'est quand même la discipline qui s'approche le plus d'un sport un peu collectif dans l'athlétisme. C'est un peu comme ça que tu vois la chose. Oui, c'est sûr, les relais, que ce soit le 4x100 ou le 4x400, c'est le seul moment où on a ce côté un peu sport collectif parce qu'on court pas que pour nous, on court pour l'équipe aussi. Et ça, des fois, ça nous motive encore plus et on arrive à plus lâcher les chevaux que des fois quand on court que pour nous-mêmes. Après, on court quand même seul dans la course, on n'est pas accompagné, mais c'est vrai que cet esprit d'équipe à l'échauffement et tout, il se fait ressentir et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que le 4x400 c'est plus compliqué parce que d'un côté ta performance finale elle dépend peut-être pas de toi parce que les 3 autres filles vont peut-être moins bien courir ou faire tomber le témoin, ou peut-être c'est toi qui vas tout simplement gâcher toute la course en faisant tomber le témoin? Je pense que c'est kiff-kiff entre le 4x100 et le 4x400 et puis même avec les disciplines individuelles on s'en veut toujours s'il y a quelque chose qui passe pas bien et même si c'est par exemple 2 autres filles qui font tomber le témoin, tu t'en veux toi-même. Donc c'est vrai que ça dépend pas que de nous et combien de fois par exemple chez les plus jeunes à la sortie du virage sur les derniers 100 mètres, la dernière relayeuse elle était 3e ou 2e et on se dit waouh, on joue la médaille et en fait ça se joue que sur la dernière ligne droite et au final on est 7e. Tu tombes de haut et d'un autre côté, c'est pas la faute de la dernière relayeuse parce qu'elle a tout donné et nous avant on a tout donné et c'est comme ça, il faut accepter. Mais c'est sûr que quand tu contrôles, je trouve que quand tu es en individuel, et c'est peut-être pour ça que moi je fais plutôt, ça reste un sport individuel l'athlétisme, c'est que ça dépend que de toi et pas forcément des autres, tandis que dans les relais, ça dépendra toujours pas que de toi et des autres aussi et c'est des fois plus dur à accepter. Les moments clés pour le relais, que ce soit 4x100 ou 4x400, c'est lesquels? C'est le passage de témoin, c'est aussi savoir gérer sa propre course? Dans le 4x100, je dirais que c'est essentiellement le passage de témoin parce que s'il est optimisé à un maximum, ce que les Suisses normalement savent très bien faire, ça aide toujours à la performance parce que sur 100 mètres, tu dois de toute façon courir à fond et l'aspect technique le plus difficile, c'est le passage de témoin. Sur le 4x400, le passage de témoin, il est aussi très important parce que tu te retrouves dans la cohue, il y a les autres équipes aussi, il faut savoir bien prendre le témoin, pas le faire tomber, pas te faire gêner quand tu pars dans ta course par les autres concurrents et ça c'est toujours délicat. Et ce qui est un peu plus délicat aussi dans le 4x4, c'est savoir gérer sa course. Justement, il faut courir vite, mais il faut courir aussi intelligemment par rapport aux autres adversaires, pas vouloir tout de suite les dépasser ou pas, et les dépasser au bon moment quand ça compte. À ce moment-là, tu participes à des championnats d'Europe, championnats du monde. Avec un petit peu de recul, comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que tu te disais mais j'ai réussi peut-être finalement? Oui, non. J'ai percé. Non, alors j'ai percé jamais. J'ai réussi non plus. J'étais très contente de ce que j'avais atteint. Mais au point de dire, c'est bon, là j'ai réussi ma carrière sportive, je dirais que non. Parce que t'en veux toujours plus. Et c'était souvent avec le 4x4 au final que j'étais sélectionnée dans les grands championnats, à part quand c'était chez les jeunes où j'étais aussi en individuel. Et pour moi, le côté individuel, il est quand même toujours plus important parce que ça reste je le répète, mais ça reste un sport individuel. Et du coup, au niveau individuel, j'avais pas atteint les objectifs que j'avais envie d'atteindre. Donc, c'était une première réussite dans tout ce qu'il y a à faire encore. Mais de là à me dire, c'est bon, j'ai tout réussi, non. Même avec un partenariat signé avec Adidas? Non, non plus. C'était génial et c'était
c'était mon premier partenariat avec une marque et où je me faisais soutenir dans mon sport en équipementier. Donc ça, c'était génial. Mais là, de nouveau, on se dit pas j'ai réussi avec ça. Enfin, il faut garder ce côté assez humble parce que ça peut partir à tout moment. Tu peux nous expliquer comment ça se passe un peu avec les marques? Est-ce que c'est elles qui t'approchent? Ça dépend, Tout ce côté-là, ça peut être elle qui t'approche, ça peut être toi qui fais la démarche, il y a des gens qui peuvent parler de toi et elles viennent t'approcher et tout. Je pense que chaque athlète a un dossier de sponsoring avec ses résultats et libre à eux après de soit les envoyer à des marques, à des entreprises pour se faire soutenir parce que l'athlétisme c'est pas un sport autant riche ou où l'argent tourne autant peut-être que des sports collectifs comme le foot, le hockey ou d'autres sports. Donc c'est vrai qu'on doit se construire un peu de nous-mêmes et essayer de trouver de l'argent là où on peut pour partir en camp d'entraînement et puis pour soigner nos récupérations avec les physios, la cryo et des trucs comme ça. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. Je pense qu'on va passer à la deuxième thématique. À ce moment-là, dans les médias, on parle de toi comme une étoile montante. Tu as le droit à des articles dans La Liberté, des sujets à la radio. Il y a aussi Sport Dimanche qui vient faire un reportage sur toi. Comment est-ce que tu vivais justement cette relation avec les médias et est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire? Ma relation avec les médias, elle était plutôt bien parce que les gens avec qui je travaillais, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'était des gens super, mais c'est toujours des gens super d'ailleurs. Genre Pierre Chouvet, par exemple. Genre Pierre Chouvet, je le connais depuis super longtemps, mais aussi Marie Seriani à la radio, je faisais... Marie. Je faisais souvent des interviews, c'était surtout avec elle que je le faisais, et aussi à la RTS... Les reporters, je les avais connus une fois à un camp d'entraînement en Afrique du Sud et ils étaient là pour les H-Prunger et le groupe de Laurent Meuvely à l'époque. Et du coup, je les avais connus par ce biais-là et c'était que des gens bienveillants et très gentils et avec qui j'ai eu des relations plutôt aussi amicales. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais après, oui, c'est sûr que c'était un stress aussi de... C'était cool parce que j'avais des réponses de plein de gens autour de moi qui me disaient « Ah, trop bien l'article et tout » ou bien « le reportage, machin et tout ». Et d'un autre côté, c'était un stress parce que je me disais « Je dois toujours prouver plus. » Et c'est sûr qu'il faut gérer cette pression des médias parce que c'est pas toujours facile. Comment tu as vécu le fait que d'un coup, les médias mettent ta vie en avant, donc ta vie sportive, mais aussi d'un côté ta vie privée et personnelle? Après, j'ai toujours essayé de donner un peu de ma personnalité et de ma vie privée, mais pas trop non plus. Donc, je me sentais pas forcément attaquée directement dans ma vie privée. Ils savaient que j'avais une petite sœur et puis que mes parents me soutenaient à fond et tout. Mais on savait jamais non plus énormément de moi au niveau très privé et personnel. Donc, au final, je me suis pas sentie très attaquée de ce côté-là. Ou très, comment tu dis, j'ai bégayé, c'est pas grave. Très exposé. Et voilà, exposé, c'est ça. C'était le mot que je cherchais. Puis maintenant, l'eau a un peu coulé sous les ponts. Et à Lyon, il y a un peu moins d'attention médiatique. Je dirais même qu'elle est un peu remplacée par une autre prodige du 800 mètres. Ouais. Est-ce que toi, tu vis comment ça en fait? Un peu moins d'attention médiatique sur toi? Je le vis, c'est normal en soi parce que moi là, je suis dans des années de transition. Donc au final, je m'y attendais et du coup, c'est pas une surprise qu'il y ait moins d'attention médiatique sur moi et ça me dérange pas plus que ça. S'il y en a de nouveau, ça me dérangera pas et s'il y en a pas, c'est aussi justifié pour le moment parce que je sais que je suis en moment de reconstruction et de transition avec ma nouvelle discipline. Et du coup, c'est bien aussi de me mettre en avant ceux qui sont forts en ce moment, notamment Audrey Véro qui fait des super résultats. Et c'est aussi une motivation au final de se dire ok, moi maintenant j'ai aussi envie d'arriver là et d'atteindre les mêmes objectifs. Et du coup, ça ne me dérange pas plus que ça au final. On parlera dans le prochain thème de ton départ à Lyon, mais est-ce que c'était autant facile de parler de tes bonnes performances que de parler de tes contre-performances? Non, c'est pas autant facile, c'est sûr, parce qu'il y a tout un processus d'acceptation de la contre-performance ou d'un résultat moins bon, et aussi
relativiser de cette contre-performance, parce qu'on parle de contre-performance, mais au final, il faut le voir aussi comme une étape dans la transition, et puis il faut être patient, et c'est très frustrant parce que les médias n'ont pas le temps. Moi, j'ai pas le temps parce que je me dis, je suis hyper impatiente, j'ai envie de faire tout de suite tout bien et tout, et d'avoir tout de suite les résultats que je veux. Donc c'est sûr que c'est pas autant facile de parler des résultats qui vont pas bien, et surtout quand tu as après des fois des pépins physiques à côté ou de santé, c'est toujours dur d'en parler plus que les bonnes performances, parce que c'est facile de parler des bonnes performances, de dire que c'était trop génial et tout. Mais c'est important aussi que les gens sachent qu'il y a des mauvais côtés et que c'est dur. Et c'est souvent dans ces moments-là où en fait il n'y a personne, et il faut s'entourer des bonnes personnes pour les surmonter. Parce qu'il faut dire que ce sport, ça rythme vraiment ta vie. Donc dans les vacances, la récupération, les repas, il y a tout qui est fait pour te conditionner. Oui, totalement. Après, je vis pas pour mon sport et ça prend pas non plus toute la place de ma vie en général. Mais c'est vrai que tout est axé sur ça dans une grande partie, et tout est fait pour que j'essaie de réussir un maximum. Donc c'est sûr que ça prend quand même une très grande place. Mais tu as des outils qui t'aident à lâcher prise de temps en temps? Les copains, c'est tout le temps ce qui aide à lâcher prise. Le groupe maintenant que j'ai à Lyon m'aide aussi à lâcher prise. Et la famille, bien évidemment, ça aide à lâcher prise aussi, de se changer les idées. Big up à Vanessa qui est là aussi. Mais c'est sûr que oui, c'est ça qui aide à se changer les idées et à faire que ça va bien aussi. Donc ouais. Comment est-ce que tu as vécu tes moments compliqués? Est-ce qu'il y a eu un vrai temps où tu as dû accepter justement tes contre-performances? Oui, ça a été super dur parce qu'à un moment donné, En fait, je voyais d'autres personnes arriver là où je voulais arriver, et moi, j'y étais pas. Et je m'étais dit, mais j'ai sacrifié tellement de choses. Enfin, j'ai fait ma dernière année de collège en 2 ans exprès. J'aurais peut-être bien voulu la faire en 1 an comme tout le monde et rester avec mes copains et finir et avoir mon bac en même temps que mes copains. Et du coup, ça a été dur parce que je me suis retrouvée seule, même s'il y avait beaucoup de gens qui m'entouraient. Il n'y avait que moi qui pouvais comprendre ma situation, entre guillemets, parce qu'il n'y avait que moi à ce moment-là qui la vivais. Et ça n'a vraiment pas été facile. Mais après, de nouveau, quand on s'entoure bien, que ce soit les amis, oui, ils me voient comme Véronica qui fait du sport, mais je sais qu'ils me voient aussi juste comme Véronica tout court, quoi. Et pour eux, ma vie ne se résume pas que à mon sport, et que si on est amis, c'est pas que pour ça. Et puis pour ma famille, c'est pareil. Donc ça a aidé à relativiser, mais c'est vrai que moi, à un moment, je me suis isolée et mis un peu toute seule dans mon petit... Je me suis renfermée sur moi-même, et c'était pas forcément la meilleure idée. Puis il y a cette période de Covid-19 qui facilite pas vraiment la tâche, surtout pour les sportifs de haut niveau, j'imagine. Ça, c'était horrible. Après, on a eu de la chance en Suisse qu'on pouvait quand même sortir, entre guillemets, en forêt et tout. On n'avait pas un vrai confinement comme en France, parce que quand j'en discute avec les gens de mon groupe, on n'a pas vécu le même confinement et le même Covid. Donc moi, je pouvais quand même toujours m'entraîner comme je pouvais, bien sûr, mais j'arrivais quand même à m'entraîner. Mais c'était super dur parce qu'au final, tu sais pas les compétitions quand est-ce qu'elles vont recommencer, si tu as une saison, est-ce que tu t'entraînes dans le vide. Et c'était beaucoup de questions, et il y avait beaucoup trop de temps pour réfléchir. Et moi, je suis quelqu'un qui réfléchit trop. Et du coup, de remettre en doute, c'est horrible, c'est pas bien, mais du coup, je le faisais. Et du coup, ça n'a pas été une période hyper facile. En tout cas, moi, j'ai pas adoré le confinement, quoi. Tu parles de période de confinement, aussi une période où tu étais renfermé sur toi-même. Qu'est-ce qui t'a permis finalement de peut-être te réouvrir et d'accepter? Est-ce que c'est que les copains, que la famille, ou peut-être qu'il y a des discussions avec des coachs mentaux ou des discussions avec tes coachs sportifs tout simplement? Oui, j'avais eu des discussions avec les coachs mentaux et tout, mais je pense qu'à ce moment-là, à cette période-là, moi, j'étais pas prête à travailler complètement avec des coachs mentaux. Et peut-être j'avais pas aussi trouvé les personnes qui me convenaient dans ce milieu-là, et du coup j'arrivais pas forcément à travailler à ce moment-là avec des coachs mentaux. Et je pense que ce qui a fait le plus gros déclic, et où je me suis dit vas-y, c'est pas fini et il faut repartir maintenant du bon pied et tout, c'est le déclic que j'ai eu de quitter
quitter la maison, aller dans un nouveau groupe d'entraînement, changer d'entraîneur surtout, parce que ça faisait très longtemps que j'étais ici avec le même entraîneur. Je pense que ça faisait plus de 7 ou 8 ans de collaboration. Et j'avais besoin de changement, et je pense que c'est ça qui m'a aidé surtout à me réouvrir et à réaccepter que ça aille bien ou mal dans le sport. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur cirer le banc. Va sur cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. Ça nous fait une parfaite transition pour parler de la troisième thématique, ton départ à Lyon, la suite de ta carrière et ton projet professionnel. Donc en 2021, tu décides de partir à Lyon, un vrai moment charnière, une grosse décision pour toi. De base, c'était pas forcément Lyon, il y avait l'idée de Montpellier, mais aussi d'autres villes. Oui. Montpellier, c'était avec une certaine Renée Lamotte. Ouais. Pourquoi c'était pas possible ? Je crois que c'est parce que là-bas, c'est considéré comme pôle France, et en vue des Jeux Olympiques 2024 qui sont à Paris, le coach ne pouvait pas accepter d'athlètes étrangers qui pouvaient mettre en péril les qualifications de Renelle. Je ne pense pas que je suis un très grand danger pour Renelle Lamotte, parce qu'elle est quand même en dessus, et moi je faisais ma transition à ce moment-là. Mais au final, je ne suis pas déçue d'être à Lyon, parce que ce n'est pas très loin de Fribourg, et même j'ai un joli groupe, et au final tout s'est bien goupillé, je dirais. Pourquoi cette envie de partir ? En fait, j'avais besoin de changement, j'avais besoin de couper les ponts un peu avec ici, et les dernières années qui avaient été vraiment difficiles et où j'avais dû pas mal me battre contre moi-même et contre tout, parce que j'avais l'impression que tout était contre moi. Donc j'avais vraiment besoin d'un nouvel air et de changer tout, que ce soit le groupe d'entraînement, parce que j'en avais pas au final de groupe d'entraînement, de coach, et c'est juste qu'en fait, en France, il y a beaucoup plus de groupes denses dans la discipline ou dans le demi-fond en général. Tandis qu'en Suisse, il y a des groupes, c'est pas que ça n'existe pas, mais ils sont un peu tout le temps dispatchés, chacun. J'aurais dû bouger beaucoup plus et puis rester à Fribourg. Et là, j'avais vraiment besoin de changements concrets. Tu changes de coach, tu changes de discipline, de ville. C'est vraiment une grande décision. Oui. Si on commence par la discipline, tu reviens sur du 800 mètres. Donc ça, c'était vraiment un vrai projet sportif. Ça, depuis toujours. En fait, vu que je suis tombée sur le 400 mètres vraiment par hasard, comme je l'ai expliqué avant, je suis vraiment... à la base, je ne fais pas du 400. Et du coup, l'idée, elle était toujours là de revenir sur 800 mètres plus tard pour des jeux ou pour des grands championnats. En tout cas, j'allais finir sur 800, ça c'était sûr. À un moment, j'y croyais pas quand je faisais du 400 et après, j'ai changé d'avis. Et du coup, je voulais déjà aller en dernière année U23 sur 800, ça s'est pas fait. Et du coup, ça a commencé par là, oui, par le changement de discipline où je reviens à ma discipline favorite au final. Tu changes de discipline, tu reviens à ta discipline favorite, tu changes de coach aussi, tu quittes Sylvia Eby après plusieurs années de collaboration. Oui. Pourquoi ? Tu avais envie de voir ailleurs, entendre un autre discours ? Je dirais que la dernière année, elle a été très compliquée pour toutes les deux. Au final, à partir du Covid, ça a été compliqué pour toutes les deux. Et moi, j'étais entre guillemets un peu coincée à Fribourg parce que j'avais encore les études et tout, mais je sentais que j'avais besoin de changement. Et je sais pas si c'était vraiment pareil pour elle, mais on en avait déjà discuté. Et moi, j'ai été assez claire dès le début de la saison 2021, du coup, que je lui avais dit qu'à la fin de l'année, moi, j'avais envie de changer de coach et de lieu d'entraînement. Et elle l'avait quand même... c'est toujours un passement en cœur parce que ça faisait 8 ans de collaboration, mais elle l'avait quand même compris. Et elle m'a quand même aussi aidée à chercher autre chose pour après. Et avec le recul encore maintenant, je pense que les dernières années, c'était plus suffisant pour moi, les entraînements et tout, et j'ai un peu régressé malheureusement. Donc je savais qu'il fallait que j'avais besoin d'un changement et d'un nouveau coach, quoi. C'est pas frustrant de se dire qu'on régresse alors qu'on s'entraîne tout le temps ? Alors si, c'est super frustrant de se dire qu'on régresse, surtout quand on sait le niveau qu'on avait avant et on sait ce qu'on est capable de faire si on s'entraîne vraiment comme il faut. Et d'un autre côté, sur le moment, on s'en rend pas compte qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas dans l'entraînement et tout, parce qu'on a envie d'y croire que ça marche et que ça va aller. Et c'est que après, avec le recul, que tu te rends compte qu'au final, il y a plein de petites erreurs qui ont été faites. Et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Maintenant, c'est passé et on apprend de ses erreurs.
Mais c'est sûr que c'est hyper frustrant, surtout quand on en prend conscience après. Du coup, maintenant, ton nouveau coach, c'est Baptiste Perrault. Bastien Ouais. Bastien Perrault, décidément. Oui. Un coach qui a quand même une certaine réputation dans le milieu de l'athlétisme, surtout en France. Oui, bah, déjà rien que par le biais de sa femme, parce que sa femme c'est une légende en France sur les crosses et sur le 3000 mètres steeple, et elle s'entraîne encore de temps en temps avec nous, et c'est quelqu'un de super inspirant, et il a eu plein d'athlètes qu'il a amenés aussi au jeu. Moi, je dis tout le temps, c'est un Laurent Meuvely du demi-fond en France, parce que Laurent Meuvely, si on connaît bien, en Suisse, il avait un super groupe, et puis maintenant il est en Hollande et il a un énorme groupe, notamment avec Femke Bol, Lieke Klaver et Ayla Del Ponte qui est suisse, et plein d'autres, et qui est hyper performant. Et puis là, c'est pareil avec Bastien, il a un énorme groupe, on est plus de 30 à faire que du demi-fond dans le groupe, et puis il s'occupe de nous. Et il est bien connu en France pour le demi-fond. Le demi-fond, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est du 800 mètres jusqu'au... c'est assez varié, jusqu'au 10 000 sur piste. Après, on parle, à partir du 5 000 et du 10 000, on parle de fond. Chacun a un peu son avis sur ça. Moi, je dis le demi-fond, en général, c'est du 800 à tout ce qui touche le plus long. Et après, le marathon, tout ça, c'est du fond. Mais c'est à partir du 800 mètres. Qu'est-ce qui change au niveau des infrastructures par rapport à la Suisse quand on va en France, à Lyon ? Déjà, il y a beaucoup plus de densité. Après, ça, c'est pas dans les infrastructures, mais je vais revenir sur ça. Mais par exemple, genre, rien que sur les gens, sur les athlètes et tout, il y a plus de densité. Après, au niveau des infrastructures, ils ont beaucoup plus de vraies salles indoor. Par exemple, ça c'est un truc qui m'a frappé, c'est qu'en Suisse on n'a que 2 salles indoor, une à Macolin qui fait pas 200 mètres et une à Saint-Gall qui n'est pas faite en vraie piste comme on les connaît. En France, à même pas 20 minutes de chez moi, j'ai une super piste de 200 mètres indoor pour m'entraîner l'hiver, et ça c'est vraiment génial. La piste, elle est bien. Après, ça, c'est la même chose qu'en Suisse. Et au niveau du reste des infrastructures, je ne suis pas non plus à l'INSEP. Donc, c'est sûr que l'INSEP en France, c'est un peu comme Macolin, mais en plus gros, et où il y a tous les sports. Et du coup, les infrastructures là-bas sont dingues. Mais au niveau des infrastructures, je dirais que c'est assez kiff-kiff et de bonne qualité dans les deux cas. Donc je me suis pas trop dépaysée de ce côté-là. Surtout le indoor, c'est ça qui change le plus. Est-ce qu'il y a un changement aussi au niveau peut-être des mentalités où les gens investissent un peu plus justement dans l'athlétisme qu'en Suisse, ou s'intéressent plus aussi à l'athlétisme qu'en Suisse ? Ouais, et surtout il y a beaucoup de monde, de nouveau je le répète, mais moi ça me choque d'avoir une autant grande densité en France par rapport à la Suisse. Après, c'est aussi la taille du pays fait qu'il y a une plus grosse densité, on est bien d'accord. Mais c'est sûr que le sport, elle a une place un peu plus importante des fois en France, et ils en parlent un peu plus. Les gens se voient plus faire du sport leur métier aussi. En Suisse, il y a tout le temps la question des études. C'est important de faire des études. Alors oui, c'est très important, et ça, je suis complètement d'accord avec la mentalité suisse. Mais des fois, du coup, ça nous freine. On ne se permet pas autant de rêver des fois en Suisse par rapport à la France ou d'autres pays. Et ça, je trouve un peu dommage. Ou en tout cas, ils essaient de plus se donner les moyens. Et dans la mentalité, c'est aussi très différent. Alors peut-être c'est ce que moi, je connaissais ici à Fribourg. Je ne parle pas au nom de tous les Suisses. Mais à Lyon, il y a plus ce côté... on se bat, quand il y a la compète, on donne tout, on est là. Et voilà, après moi je pense que avant c'était un peu genre oui, tu fais ton mieux, machin, et ça m'a un peu freiné, je pense pas mal. Du coup, après 2 ans à Lyon, tu juges comment un peu avec du recul ton exil ? Je juge que c'est très cool, que je suis contente d'avoir un groupe, c'est ce qui me manquait le plus ici, parce que j'étais seule avec ma coach, alors que là vraiment on est 30 athlètes que du demi-fond, et après le club est aussi très grand, donc ça change. J'ai encore beaucoup de taf. Je me suis rendu compte quand je suis arrivée et qu'on en a discuté avec Bastien, l'étendue des dégâts. Du coup, je pensais progresser beaucoup plus vite, et au final je suis arrivée un peu avec des fondations en carton qu'il a fallu reconstruire.
Donc là, je suis un peu en reconstruction. Sans langue de bois. Bah non, mais il faut dire après ce qui est, et je pense que c'est sans mauvaise foi, ou genre c'est même pas par méchanceté ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, il fallait que j'arrête de mentir à moi-même aussi, et je pense que c'est important de le dire aussi, mais c'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit, et c'est pas du regret par rapport à avant, mais c'est plus une prise de conscience qui a été faite, et maintenant je sais tout le travail qui me reste encore à faire pour arriver où je veux. Donc c'est ça surtout, il faut en être conscient, je pense. Et ce changement, ce retour 400-800, ça a été comment ? Ça a été dur. La Qu'est-ce qui première change année, ça a été concrètement ? horrible parce que je manquais mais drastiquement de foncier. Donc pour moi, un footing... Avant, un footing de 20 minutes, c'était peut-être mes endurances que je faisais de temps en temps. Là, le footing de 20 minutes, c'est juste l'échauffement en France. Avant chaque entraînement, on fait 20 minutes de footing et c'est comme ça. Donc j'étais déjà en agonie totale à la fin des footings. Et puis après, il fallait encore faire l'entraînement. Du coup, moi, j'avais toujours l'impression d'avoir 2 entraînements dans un entraînement. Et c'était horrible. Je détestais tout ce qui est foncier, C'est quoi un VMA. foncier ? Foncier, c'est... Tout ce qui fait le travail d'endurance, donc juste les footings de 40 minutes et plus que tu dois faire. Après, tu as toutes les VMA où c'est sur des allures un peu plus rapides et puis tu dois enchaîner plusieurs répétitions à la fois avec des pauses très courtes. Donc ça, c'était super dur pour moi. Tout ce qui était le travail du plus long, c'était horrible. Et je pleurais à chaque fin d'entraînement. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça et tout. C'était horrible, vraiment. Et par contre, du côté sprint, ça allait. Et là, je pense que j'ai pas perdu ma vitesse. Et je pense que je suis même mieux qu'avant sur le 400. Donc, j'espère lâcher un chrono sur 400. Ce serait cool quand même de faire mon PB. Et sur le foncier, ça va de mieux en mieux. Donc, je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais j'ai déjà fait plusieurs pas en avant. Et ça, c'est cool. Et surtout, c'est 2 tours au lieu que 1. Donc, quand tu finis le premier tour, tu te dis, bon, allez, encore un. Et puis, ça va être dur à partir du 500, quoi. C'est quoi maintenant la suite pour toi, au niveau déjà des compétitions et peut-être au niveau des objectifs ? Alors, la suite à très, 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 très court terme, là, c'est les Universiades cet été, qui auront lieu du 1er au 6 août en Chine. Et du coup, j'espère faire quelque chose de bien là-bas. Et après, ce sera la salle, baisser un maximum le chrono, me rapprocher un maximum des 2-0. Et après, ce sera sûr au-dessous des 2 minutes. Mais ça, c'est étape par étape. Donc, me rapprocher un maximum des 2-0 et de battre mes PB. Et l'année prochaine, c'est sûr, il y a les Jeux. Ça va être... faut être réaliste, ça va être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Surtout que maintenant, avec les minima très durs et aussi avec le ranking et les points, il faut se batailler pour rentrer dans des... C'est hyper compliqué à expliquer, et même moi, je crois que je ne connais pas très bien, mais les qualifications maintenant sont devenues assez complexes. Donc, il faudra y croire et voir ce que ça donne. Et après, surtout, il y a les championnats d'Europe l'année prochaine, élite, qui sont à Rome, en plus en Italie, donc c'est un peu à la maison quand même. La 2e maison ou la 3e maison, maintenant je sais plus combien de maisons j'ai. Mais du coup, oui, ce serait très très cool de participer déjà au championnat d'Europe élite l'année prochaine et de battre un peu mes PB partout et de m'améliorer toujours plus, quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment précisé, mais en gros, parallèlement à tes entraînements, à Lyon, tu suis des cours d'histoire et tu es affilié en fait à Unidistance. Oui. Ce qui te permet du coup de participer aux universiades qui sont en fait les Jeux olympiques des universités. Ouais, c'est comme des Jeux olympiques pour les universitaires ou les championnats du monde. On dit plutôt championnats du monde universitaire, mais c'est vrai que vu qu'il y a plusieurs sports, on pourrait dire que c'est comme des mini-Jeux olympiques. Donc oui, c'est par le biais de Unidistance que j'ai pu participer parce qu'il faut être affilié à une université. Donc c'était un premier objectif qu'on s'était fixé quand j'ai rejoint le groupe à Lyon avec le coach. On avait dit que ce serait cool de participer aux Universiades comme première expérience sur 800 mètres, parce que pour finir, au final, j'en ai jamais eu des expériences sur 800 mètres à l'international que sur 400. Donc ce sera la première expérience sur 800 et c'est cool de se dire qu'on a déjà atteint un premier objectif qu'on s'était fixé tous les deux au début de la collaboration. Mais donc là, tu es affilié à quelle université ? À Unidistance ou une vraie université physique ? Du coup, c'est Unidistance parce que moi, je peux pas
je pourrais être affiliée à une université physique en France ou en Suisse, mais c'est plus compliqué parce qu'ils font pas des cours à distance. Et une distance, c'était le meilleur choix pour pouvoir être affiliée à une université et de pouvoir suivre des cours quand bon me semble et de m'organiser comme je veux à l'école. Des super cours d'histoire. Ouais, des super cours d'histoire qui sont au final pas vraiment ce qui me correspond le mieux. Donc peut-être me réorienter dans autre chose. Mais ça a quand même été une bonne année. Dans la communication et le journalisme, il paraît. Bah pourquoi pas, ou dans le droit, je sais pas encore. C'est très difficile de choisir et c'est très dur de faire des études en parallèle avec le sport. Et je trouve que c'est un peu dommage que les universités essayent pas de plus nous aider dans ça. Parce que oui, il y a une distance, mais je pense que d'autres universités devraient essayer d'aider un peu plus les sportifs. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast. Je pense qu'on peut passer à la banquette, Romain. Exactement. Bienvenue sur la banquette. Bienvenue. Je sais pas ce que c'est la banquette, là vous me stressez. Alors la banquette, pour faire court, c'est des questions toutes différentes vraiment. Et le but c'est que tu répondes sans réfléchir. Allez. Et Tu peux un petit peu quand même. Hein. Ouais, un petit peu. Tu peux développer ou pas, mais Ok. c'est des petites questions. Voilà, c'est un peu plus spontané. un peu plus spontané, un peu Allez. plus sur le ton humoristique. Romain, je te laisse commencer. Ouais. Tu déclarais dans Couleur 3 que tu n'avais jamais loupé un seul JO dans ta vie. On est d'accord, c'est un petit mytho ça. C'est un petit mytho parce que j'ai loupé ceux de 2021. J'avais trop la haine, du coup j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé les autres sports, mais l'athlétisme, je l'ai regardé d'un œil très 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 distant. Avant cet épisode, tu étais déjà indirectement lié au podcast Cirer le banc, puisque tu es l'ancien élève de François Murit, qu'on avait eu il y a quelques mois. Il nous a partagé un poème que tu avais écrit en 3e du CO. Non, la honte. Tu t'en souviens? Que j'avais écrit. Tu avais fait un beau poème, ouais. Oh non, ça pouvait pas être beau, je pense, mais... Bah moi je l'ai lu, je te le montre après, il est super sympa. Ok, mais je savais Sur pas l'amour, que j'étais- un peu, le- Ok, je savais pas que j'étais capable d'écrire des poèmes, mais il m'a balancé comme ça. François Murit, t'as un petit souvenir en tant que prof? Bah, c'était mon prof de classe en 3e, et moi je me souviens que je rêvais de l'avoir comme prof parce que tout le monde me disait qu'il était trop génial. Et ils avaient pas tort, je le sauce un peu là, mais, Il sera content. Hein. mais il sera content. Et puis même, j'ai des super souvenirs, on est parti avec le latin aussi avec lui et tout, et c'était génial, franchement, j'ai que des bons souvenirs du CO et surtout dans sa classe. Donc, Puis t'étais aussi dans la classe d'un autre sportif talentueux Oui. fribourgeois, en la personne de Félix... Félix Mombimbi, voilà. exactement. Comme quoi, des fois, les talents... Oui, c'est fou, c'est vrai qu'on était au CO ensemble et on était en sport-études ensemble, dans la même classe même. Et c'est vrai que quand je vois ce qu'il a réussi à faire et tout, c'est toujours cool de se dire, ah bah, c'était le collègue du CO, quoi. De carrière un petit peu au profil similaire. Lui aussi, il a connu quelques moments un peu plus difficiles en ce moment. On espère le voir rebondir en tout cas. Ouais, bah, j'espère pour lui. Ou venir cirer le banc. Exactement. Tu préfères la Saône, je dis juste, la rivière à Lyon, Ouais. ou la Sarine de Fribourg? Ah, la Sarine, c'est plus propre. C'est vrai? Oui, je pense. J'ai jamais essayé de mettre les pieds dans la Saône et j'ai pas vraiment envie de mettre les pieds dans la Saône. La Sarine, c'est quand même plus sympa. Et puis la ville de Lyon, c'est quelque chose de sympa aussi. Oui, c'est génial. Franchement, c'est une super ville à visiter et elle est vraiment dingue, cette ville. Mais j'aime quand même beaucoup Fribourg et à chaque fois que je reviens, je suis quand même contente de revenir. Et Vanessa, tu confirmes? Oui, je confirme. Tu préfères avoir une médaille d'or aux Universiades ou jouer à la pièce une place au JO 2024? Oh, c'est horrible comme question. Je suis pas mal fier de celle-ci. Jouer à la pièce, donc ça veut dire que j'ai une chance sur 2 de pas avoir de médaille du tout, donc. Ouais. Sauf si t'as une pièce à 3 faces, mais ça existe pas. Oui, non, merci. Ah, je crois que c'est Joker sur celle-ci. Y a parce pas de Joker, que... existe pas. Ça existe pas le Joker. Ah, vous êtes horrible. Je pense qu'il n'y a pas d'une bonne réponse parce que... Ça, c'est une réponse de politicienne. Si, je sais. Je pense que je vais quand même jouer à la pièce pour les jeux parce que ça voudra dire que j'aurais participé aux jeux et que j'aurais potentiellement la chance de gagner une médaille aux jeux. Et je trouve que jouer des jeux, enfin rien que d'être aux jeux et de pouvoir avoir une médaille aux jeux, c'est quand même tellement plus dingue que faire médaille d'or aux Universiades, même si je serais
Et extrêmement contente de faire médaille d'or aux Universiades, ce serait dingue quand même. Si tu participes au jeu, tu te fais un tatouage. On voit souvent les sportifs Oui, se faire c'est des vrai, tatouages. j'y avais longtemps pensé et tout. Si je me fais un tatouage, ce sera en lien avec les Jeux, mais peut-être pas les anneaux olympiques, parce que je trouve que là, ça commence à être trop cliché, tout le monde a le même, et du coup, t'es là, oh, il est allé aux Jeux. Donc moi, j'aimerais un truc un peu plus personnel qui est en lien avec les Jeux, oui. Et si tu gagnes une médaille, est-ce que tu manges la médaille? On voit souvent aussi les Oh, sportifs. c'est clair, je fais le cliché jusqu'au bout. Après, je sais pas si je serais consciente de tout ce qui m'arrive, je serais en train de pleurer comme ça, et je serais là, oh mon Dieu, c'est trop dingue. Réveillez-moi, pas de ce rêve. Donc je sais pas comment je vais réagir si j'ai une médaille un jour, ce serait tellement dingue. Imagine que tu es au JO et tu franchis la ligne en première des 800 mètres. C'est quoi ta célébration? Franchement, je pense que j'aurais une tête choquée parce que je m'y attendrais pas du tout. Et je commencerai à pleurer, je pense. Puis tu feras un dab, je crois. Je pense, ouais, un petit dab comme ça. Non, mais je pense que je crie. Genre, je sais pas, genre, je pense qu'il y a tellement d'émotions qui passent par là que ouais, je passerai du choqué à oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment arrivé, et après je crie, et après je pleure, et après j'ai envie de faire des câlins à tout le monde, je pense. C'est pas ouf comme célébration, mais ce sera marquant, je pense. Paraît que t'aimes bien faire des paris. Ah, ouais. Pour les Universiades, on parie quoi? On parie déjà finale, ce serait cool. Puis si tu fais une finale, tu nous accueilles à Lyon? Ouais, de ouf. Faudra venir à Lyon. C'est une expression lyonnaise, c'est que Lyon, c'est cher cool. C'est cher cool. C'est cher cool. Il paraît qu'il y a des bons tacos à Lyon. Aussi. On retient l'expression. Tu préférais recommencer le patinage artistique ou arrêter complètement l'athlétisme? Attends, elle est piège cette question. Soit t'arrêtes complètement l'athlétisme, Ouais. soit tu recommences le patinage artistique. Mais je peux tout le temps faire l'athlétisme à côté. Donc je petit peu. recommence l'athlétisme. Je recommence le patinage. Je pourrais jamais arrêter l'athlétisme comme ça du jour au lendemain. Et ce serait cool de retourner un peu sur la glace patiner, parce que ça fait depuis que j'ai arrêté que j'ai pas remis les patins. Donc ce serait très cool, mais je peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça l'athlétisme. Retrouver une vie normale. Bah, ce serait cool, mais en même temps, j'aime trop ma vie de maintenant, même s'il y a des moments qui sont difficiles et que des fois, tu remets un peu en question est-ce que c'est vraiment bien ce que tu fais, ou est-ce que ce serait pas mieux de vivre une vie normale, entre guillemets, parce que je vis pas une vie de superstar non plus, je m'appelle pas Beyoncé ou quoi que ce soit, ou Usain Bolt, mais c'est sûr que oui, des fois, quand c'est dur, tu te dis pourquoi je laisserais pas tout, et voilà. Mais si on le fait pas, c'est qu'on sait qu'on peut y arriver, et c'est qu'on sait qu'il y a encore quelque chose à faire. Qui court le plus vite dans la famille? Le papa à 22 ans, toi, Véro, ou Vanessa, ta sœur? Bah, le papa à 22 ans, c'est normal qu'il courait plus vite que nous, je pense, sur ses disciplines. Aujourd'hui, c'est mon hamster. C'est mon petit hamster Batman. Je pense que c'est le plus rapide. Quand il tourne dans sa petite roue, je me dis jamais j'arrive à courir autant vite que lui. Mais je crois qu'il est sous cocaïne, ton hamster. Ah, il y a moyen. Il vit à Lyon? Il vit à Lyon, ouais. Tout s'explique alors. Je crois qu'on arrive gentiment à la fin de cet épisode, Romain. Ouais, petite larme. Petite Oh, larme, ouais. C'était Mais c'était sympa. un plaisir en tout cas de t'accueillir pour ce comeback de Cyril Bon après une petite pause. Exactement, ouais. Enfin, un comeback, on verra ce qui sort en premier, l'épisode ou la vidéo YouTube. J'ai cette chance d'être je fais partie du comeback, quoi. Ouais, bien sûr. C'est dingue. On a pensé à toi pour les premiers épisodes, mais on n'arrivait jamais à trouver un moment. Ouais, en fait, Oui, c'est ça. vrai. C'est que Tu entre faisais partie, je pense, des 2 premiers noms Ouais. qu'on voulait faire. Et on n'a jamais trouvé de temps. Et là, on trouve enfin du temps. Donc c'est bon, un entre exploit. Lyon et Fribourg, c'est vrai que je suis pas souvent là, et quand je suis là, c'est tout le temps dans le rush, mais c'est avec plaisir que je prends un peu de temps pour le podcast. On espère que le comeback de ce podcast va aussi Être mon comeback. être ton comeback dans ta carrière sportive. Ce serait cool. Bon, on te souhaite bonne chance pour les Universiades du coup. C'est gentil. Cours vite. Et puis, ne vous inquiétez pas, on tiendra au courant son résultat sur notre compte Instagram. Allez vous abonner d'ailleurs. Tout à fait. Et puis on remercie Vanessa pour les photos. Et on Pour les remercie- photos, la compagnie. Hein. Et la compagnie aussi. Et les cafés. Et les cafés, et les petits biscuits, et l'accueil dans cette magnifique demeure. C'est gentil. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux.